Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Côté Comics. J'espère que vous allez bien, que vous avez lu plein de comics et bien évidemment que vous êtes prêts, plus que prêts pour Avengers 2. Parce que nous, on est bien chaud. Julien, t'es chaud? Je suis méga chaud comme s'il sortait là maintenant. Très bien. David, tu es méga chaud comme s'il sortait là maintenant? À fond. Voilà. À fond. Donc, Avengers 2, c'est pour très bientôt. Alors, je suis entouré, comme vous l'avez remarqué, de David et de Julien. On va commencer par Julien. Bonjour Julien, est-ce que tu vas bien? Bonjour Jeff, je vais très bien. Si ce n'est Avengers 2, bien sûr. Ouais, je suis chaud. T'es chaud, bon, ça c'est bien. Et toi David, alors est-ce que tu vas bien? T'as lu des bons petits comics ces derniers temps? Tout va bien? Ouais, je suis revenu sur le côté un petit peu plus vintage ces derniers temps et on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Du bon vintage alors? Du bon, on va dire, ouais. Du bon, ça va. Il y a du bon vintage, Julien. Il y a du bon vintage, bien sûr. D'accord. Alors toi, Julien, tu vas pas partir sur le vintage, puisque tu vas commencer avec l'actu. C'est un peu l'inverse, c'est ce qu'il y a de plus récent. Ok, donc on démarre l'actu avec du ciné, Tortue Ninja, numéro 2. Youhou. Ça arrive déjà très vite, donc c'est officiel, et ça arrive très vite puisque ça commence à tourner le mois prochain. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a le titre du 2, à savoir Half-Shell. Ce qui veut dire en gros à moitié carapace. Voilà. Outfield. Half-Shell. Qui en français va être traduit par La Grande Aventure ou une connerie comme ça. Comme Lego. Comme d'habitude. Comme Lego. Donc même acteur, même producteur, le réalisateur change. Jonathan Liebesman est remplacé par David Green. Ce qu'on sait au casting, c'est qu'on a l'arrivée d'Alessandra Ambrosio, de Victoria's Secret, c'est un mannequin qui va jouer son propre rôle et qui sortira notamment avec le personnage joué par Will Arnett, qui est celui qui travaille avec... Et tu vois, c'est quand même dingue. D'habitude, je suis toujours à la masse concernant les acteurs, tu vois. Et là, bizarrement, j'étais au courant. C'est vraiment fou. Alessandra Ambrosio, là, ça tout de suite. Ouais, je me suis dit que c'était intéressant à savoir quand même. C'est Victoria's Secret qui l'attire. Voilà, bon. On s'en fiche un peu. Ce qui est plus surprenant, c'est Stephen Amell, l'acteur qui interprète Euro, qui va donc participer à ce film et jouer le personnage de... Casey Jones. Casey Jones, exactement, l'ami tortue avec le masque de hockey, qui sort aussi des fois avec April. Enfin, Guillermo d'April sont les versions... Voilà. Pour les rumeurs, forcément, ce qu'on attend, Bebop, Rocksteady, Krang. On verra s'ils arrivent ou pas. Presque tous les autres, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Tout ça, ce sera en juin 2016. On enchaîne avec Avengers, donc qui sort à la fin du mois, le 22 avril. Et pour le 3, on savait que Joss Whedon ne reviendrait pas. Voilà, il a dit que c'est trop de travail pour lui, faire encore un 3, c'était chaud. Et donc, officiellement, c'est les frères Rousseau, si je ne me trompe pas, Joe et Anthony, voilà, qui vont faire le tour, donc Avengers 3 en 2 parties, mai 2018, mai 2019. Et évidemment, c'est pas des inconnus, puisque c'est eux qui ont fait The Winter Soldier et qui travaillent actuellement sur Civil War, ou Civil War plutôt, on va encore critiquer mon accent, en disant qu'effectivement, il y a un lien assez important entre Civil War du coup, et Avengers 3, donc on a une sorte de continuité entre les films pour clôturer cette phase 3, donc 2018-2019. On passe aux séries télé. AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead, va faire une autre série de comics, à savoir Preacher. Donc Preacher, c'est un des classiques de Vertigo, écrit par Garth Ennis, dessiné par Steve Dillon. Et là, c'est le projet développé par Seth Rogen et Evan Goldberg, donc les deux qui sont toujours ensemble et qui ont fait notamment Green Hornet. Qui ont fait Supergrave aussi. Supergrave aussi, niveau des super-héros, voilà. Donc ils se lancent là-dessus. Ennis et Dillon, donc les auteurs du comics, sont producteurs sur la série, ce qui est plutôt une bonne chose. Et au niveau des acteurs, on n'a pas encore Jesse Custer, qui est le rôle principal, même si Dominic Cooper est, pour l'instant, le plus proche du rôle. Par contre, pour les rôles secondaires, Tulip O'Hare, qui est la femme qui suit Jesse Custer dans l'histoire, sera interprétée par Ruth Negga, qui n'est pas connue du public comics, puisqu'elle joue Rhaina dans Agents of S.H.I.E.L.D. Et il y aura bien évidemment Stephen Amell qui... non, pas cette fois. Non, pour le vampire Cassidy, le vampire irlandais, on aura Joseph Gilgun. Et enfin, pour le fameux Tête de Fion, que tout le monde connaît, ce sera Ian Colletti, le jeune Ian Colletti qui s'y colle. Voilà, donc pas de date pour Preacher, mais en tout cas, ça arrive, une nouvelle série inspirée des comics, ça va faire beaucoup. En espérant que ça ait un meilleur succès que Constantine, qui est dans le même univers très dark. Même univers, pas la même chaîne aussi, pas la même production derrière, donc voilà. Mais effectivement, bonne remarque. On parle de série forcément. Ce vendredi 10 avril sort Daredevil, la série de Netflix, de Marvel et de Netflix. Les 13 épisodes d'un coup, de quoi se faire une journée marathon. Charlie Cox interprète le rôle principal, si vous ne savez pas encore. Drew Goddard a développé la série et Steven S. The Knight, notamment, dirige la série et a réalisé certains épisodes. On a eu la chance de voir les premiers épisodes. On peut vous dire que c'est très, très bon. Donc voilà, vendredi, tout le monde sur son canapé, devant la télé. Voilà. Alors, on termine avec un peu de comics.
il fallait bien un petit peu. On reparle de Secret Wars. Secret Wars, du coup, je le rappelle, l'event qui sera écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Esad Ribic, et qui va faire se croiser toutes les terres dans un grand battleground, avec plein d'univers différents, plein d'histoires différentes qui vont revenir dans l'ancienne histoire, etc. Ça, c'est une chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, beaucoup de séries régulières vont s'arrêter le temps de cet event, donc de mai, le mois prochain jusqu'à l'automne. 33 séries vont s'arrêter, dont les principales, All New Captain America, Super Iron Man, All New X-Men, tout ça. Toutes vont s'arrêter et du coup redémarrer après sous des formes différentes à l'automne. Donc vraiment un gros renouveau du côté de Marvel. Voilà pour l'actu. Lançons le débat, je suis chaud là. On lance le débat tout de suite là, tout de suite. D'accord, très bien. Alors, débat comics aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un grand nom du comics. Nous allons parler de Scott Snyder, qui, selon les rumeurs, aurait peut-être une petite baisse de forme. Alors, nous allons faire le débat ici pour vous. Alors, le débat est donc très simple. Est-ce que Scott Snyder est surestimé ? Alors, il faut que je regarde dans vos yeux. Toi là, Julien, vas-y, dis-nous tout. Non. Déjà, c'est non. Alors, je suis très fan de Snyder, donc non, il n'est pas surestimé. D'accord. Pour remettre un peu dans le contexte, là, Snyder, c'est notamment Batman, qu'il a repris avec New 52 et qu'il écrivait avec Dick Grayson sur la série Detective Comics. 2 très bons runs. Un run sur Batman qui commence à durer un petit peu. Il a fait un arc où il reprend toutes les origines de Batman, Zero Year, qui a été un peu moins apprécié que ce qu'il a fait sur la Cour des Hiboux, par exemple, en premier arc. Ces séries indépendantes qui sortent du genre The Wake, par exemple, qui a été moins aimé aussi, alors qu'American Empire... Qui s'est presque fait démonter, même par tout le monde. Un petit peu démonté, voilà, alors qu'à côté, American Empire, je trouve que c'est toujours excellent. Donc voilà, c'est un auteur qui est assez jeune, il est arrivé assez rapidement, il est devenu directement à la tête de DC, plus ou moins, tête des scénaristes. Et ouais, peut-être qu'effectivement, du coup, à un moment maintenant, il y a certaines histoires qui sont moins bonnes que d'autres. Pour autant, je trouve que son niveau d'écriture est toujours très bon. Ce qu'il essaie de faire, l'originalité de ce qu'il essaie d'amener à un personnage est toujours là. Donc pour moi, non, il n'est pas surestimé. Il fait peut-être des choses moins bien de temps à autre. Mais moi, je suis toujours très fan. Et j'ai aimé Zero Year, par exemple. J'ai trouvé très bon, qui a été un peu forcé sur lui. C'est pas lui qui voulait le faire à la base. Il ne voulait pas écrire les origines de Miller. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Je trouvais que c'était intéressant comme... Non, c'est une bonne petite histoire. Après, à côté de ça, je trouve quand même que concernant Snyder, il y a, on va dire, 2 poids, 2 mesures. Alors, est-ce qu'il est surestimé ? Dans tous les cas, je n'irai pas jusque-là. Personnellement, c'est peut-être un peu poussé, c'est peut-être un peu fort. Par contre, à côté de ça, c'est vrai que donc, American Vampire, franchement, aucun problème, que ce soit le début ou actuellement. Ouais. Par contre, à côté de ça, The Wake... franchement, quand j'ai lu les critiques, je me suis dit, wow, ils y vont fort quand même, c'est assez sévère. J'ai lu avec une certaine curiosité quand même. Ça faisait longtemps que je voulais pas lire un comics, on va dire, par rapport vraiment aux critiques. Et là, je l'ai lu vraiment par rapport aux critiques, donc. Et ouais, finalement, j'étais totalement d'accord avec eux. Et à côté de ça, donc ouais, Batman, c'est vrai que Snyder te sort un arc magistral, à savoir la Cour des Hiboux, alors que finalement, il n'y a pas un seul super vilain de connu dedans. Il fait son petit truc, il crée presque toute pièce, quoi. Et à côté de ça, quand on lui a donné des bases, ou quand il a choisi de reprendre des personnages plus connus, à savoir le Joker ou l'Homme Mystère, alors c'était pas mauvais, mais c'est clair que le fossé, il était là, quoi. Personnellement, je l'ai vu, quoi. Alors après, David, je sais pas si t'es d'accord. Oui et non, parce que moi je suis arrivé sur Snyder avec Greg Capullo, qui était le dessinateur donc, sur La Cour des Hiboux et Le Deuil de la Famille. Et c'est vrai comme tu dis, il est assez jeune. Donc il essaye de mettre sa patte à l'intérieur du monde de Batman. Et c'est vrai que par la suite, je suis arrivé sur American Vampire, qui est vraiment totalement à l'opposé en termes déjà d'univers, d'une part, et aussi du côté sérieux du projet. Parce que là, on sait que sur American Vampire, il est totalement libre de faire ce qu'il veut, parce que c'est vraiment sa création à ce niveau-là. Mais après, tu prends au niveau de Batman, il a déjà un cadre établi et il essaye un petit peu de casser les codes et casser les cadres pour mettre sa patte derrière. Après, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Il est très très bon sur ce qu'il fait. On sait dès le départ qu'il a vraiment sa trame directrice et il sait où il va. Après, c'est vrai, comme tu dis, au niveau de personnages secondaires, de l'univers de Batman, comme tu dis, le Mystère ou le Joker, il a un petit peu plus de difficultés. Peut-être par un manque de connaissance vraiment de l'univers,
ou de cadre peut-être que DC lui donne derrière sur ce qu'il doit faire, les choses à respecter ou pas, parce que je pense qu'il doit être encore très encadré à ce niveau-là, même s'il est un des scénaristes majeurs actuellement de chez DC. Ouais. Non, je veux dire qu'après, c'est très subjectif quand même de dire qu'il a mal géré l'arc du Joker, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé sa version du Joker, j'ai aimé sa relation avec Batman. Donc voilà, après, il y a aussi une part de subjectivité. Oui. Et je pense que souvent, quand il y a un auteur qui monte vite, qui est un peu partout, qui est très à la mode, c'est aussi à la mode de taper dessus, forcément. C'est un peu toujours le genre aussi de... On a eu le même coup sur Millard qui a été aussi... qui a grimpé très rapidement et qui a été rapidement aussi démonté sur pas mal de ses Millard, projets. c'est notre paire de manches, mais... Après, c'est pour ça que je disais que surestimé, c'était peut-être un terme un peu fort, on va dire. Par contre, c'est vrai que donc, finalement, tu disais par exemple que pour le deuil de la famille, donc l'arc avec le Joker, que finalement Snyder avait fait son taf, quoi. Mais c'est vrai que par rapport justement à cet arc, le deuil de la famille, qu'est-ce qui est sorti du lot, qu'est-ce qui est connu? Finalement, ce sont les dessins de Capullo, quoi. C'est le nouveau design du Joker, c'est l'ambiance créée par Capullo. Et le scénario de Snyder, c'est rare, mais finalement, il est clairement passé au second plan, quoi. Ou en tout cas, il est devenu assez secondaire. Et c'est à peu près pareil, finalement, pour l'arc avec l'homme mystère. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a retenu de cet arc? Finalement, donc déjà, à nouveau, c'est voir Gotham déjà tout en vert. Parce que jusque-là, c'était les rues sombres, la nuit et tout le tralala. Là, c'est du vert partout, des arbres partout. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, les dessins de Capullo. Et finalement, l'homme mystère en lui-même, le travail du personnage, il casse pas trois pattes à un canard. Enfin, je veux dire, c'est l'homme mystère et basta. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce personnage. Si ce n'est qu'effectivement, il a pris la tête de Gotham et c'est tout, quoi. Je pense que peut-être Snyder se fait un petit peu bouffer par la réputation et par l'expérience de Capullo. C'est pour ça que tu regardes American Vampire, qui est pas dessiné par Capullo, est toujours très très bon, alors que ce qu'il fait du côté DC et du côté Batman, comme tu disais, l'histoire passe peut-être un petit peu au second plan par rapport au dessin de Capullo, qui est vraiment toujours magnifique et qui a toujours un charisme monumental après, sur ses traits de c'est dessin. ce que Snyder lui dit de dessiner, plus ou moins. Oui. C'est quand même Snyder qui crée l'histoire derrière. Mais je pense qu'il y a un côté aussi où peut-être on attend trop de choses qui bougent, trop de trucs, comment dire, de gros événements de la part Snyder, alors que lui, plus un scénariste qui va travailler en profondeur les personnages. Par exemple, le Joker, il s'est rien passé de spécial. On attendait un gros truc dans la famille de Batman, non, etc. c'est pas faux, c'est vrai. Il a plus travaillé la relation entre les deux que moi j'ai beaucoup aimé. Regarde, c'est pareil. Effectivement, le mystère, il y a eu d'extraordinaire. Par contre, Batman, je trouve qu'il a été traité sur un angle différent, quelque chose de nouveau. Donc voilà. Bon, après, chacun va chercher ce qu'il veut dans les scénaristes. C'est l'avantage des comics, chacun peut faire son choix. On voit des séries comme Severance qui est très bonne, Witches en ce moment en AD aussi qui est très bonne. Bon. Snyder, c'est quand même pas... D'accord, donc ce qu'on retiendra, c'est du bon, du moins bon. Mais en tout cas, surestimé... Du très bon. Telle est la question. À vous de nous dire. Donc nous allons passer au sujet suivant. C'est de nouveau toi, Julien, qui va nous parler des sorties d'avril. C'est parti, les sorties d'avril avec le retour en force de Glénat. Oui, beaucoup de Glénat. Qui ressort 3 séries indé. Dans la première, que j'adore, je l'ai d'ailleurs ici en VO, Sex Criminals, de Matt Fraction et Chipzarski, j'arrive jamais à le dire. Voilà. Mais, voilà. Donc en gros, je vous parle pas de l'histoire, je vous laisse la surprise, parce que c'est parti un peu du côté découverte de l'histoire et du concept qui est vraiment, vraiment sympa. C'est très original, c'est très fun, le scénar est vraiment bien ficelé, c'est vraiment sympa. Il y a le côté à la première personne, donc c'est le personnage qui parle, mais il y a aussi Fraction qui se permet d'intervenir en fait avec des petites cases, de dire regardez, là ça va être drôle. Ah mais là ça va vraiment être drôle. Genre des choses comme ça. Il y a une scène par exemple où il y a la musique de Queen, les paroles de Queen auraient dû être dans le comics, mais ils n'ont pas eu les droits. Du coup, à la place des paroles, il écrit lui ce qui s'est passé, donc qu'ils n'ont pas eu les droits, machin. Et il dit ah là il y a le solo de guitare qui va être génial et tout. Du coup il décrit le solo de guitare et tout, et il explique les trucs, et c'est vachement bien quoi. Donc voilà, Fraction, dont je suis pas forcément fan à la base, quand il fait de l'AD, qu'il est très libre de faire ce qu'il veut, il est très très bon. Donc voilà, je vous conseille. C'est pas pour tout le monde à Sex Criminals, ça parle bien de sexe quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas pour les enfants, voilà. Il y avait une promo d'ailleurs très sexuelle autour du truc, très provocatrice. Donc voilà, Sex Criminals, je conseille fortement. Deuxième série, Lazarus, écrit par Greg Rucka, le maître du polar, notamment Gotham Central, Stumptown, Queen and Country, et dessiné par Michael Lark, avec qui il a travaillé sur Gotham Central. Donc là, en fait, c'est une sorte d'univers futuriste où le monde est divisé en familles.
qui détient des parts du monde, la richesse aussi, l'argent, tout ça, le pouvoir. Et chaque famille a je vais retrouver Lazarus, qui est le titre du bouquin, forcément. Chaque famille a Lazarus, et qui est une sorte d'androïde, en fait, qui défend la famille, qui est un peu l'homme de main de la famille. Donc nous, on suit Forever, qui est le Lazarus de la famille Carlyle. Et donc voilà, il va y avoir une intrigue de trahison dans les familles, etc. Alors, est-ce que tu connais les dates de sortie aussi? Effectivement, tout sort le 15 avril. Tout. Les trois que je présente, voilà. D'accord. Ça fait 2, le troisième après. 15 avril pour Glénat. Ça en fait des dépenses le même jour? C'est à peu près ça, ouais. Faut se pointer vraiment avec le portefeuille bien épais. C'est vrai. Donc voilà, pour Lazarus, dans la tradition des personnages forts, féminins, qu'aime écrire Ruka. C'est aussi très bon. Et le troisième, c'est Drifter, de Ivan Brandon et Nick Klein. Donc là, c'est un mélange entre du western et du space opéra. Mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire de quoi si c'est bien ou pas. Vu les choix précédents, ça va quand même être bien. Mais vu que j'aime ni le western ni le space opéra. Ouais, on avait essayé Cowboy extraterrestre, là, c'était... C'était pas si mal, ça. Ouais. Donc voilà pour les 3 séries Glénat qui reviennent en force. C'est du très bon. Robert Kirkman, ça vous dit quelque chose? Le nom me titille un peu l'oreille. Comme Oui. ça, ouais. The Walking Dead, Invincible, qui revient avec une nouvelle série chez Image, dessinée par Paul Azaceta. Donc là, en fait, c'est une série d'horreur. On va suivre Kyle Barnes, qui est poursuivi par les démons, c'est-à-dire que tous les êtres qu'il a aimés dans sa vie ont été possédés par des démons. Donc du coup, il s'est mis à part, il vit tout seul. Sauf qu'il va aider un prêtre à faire un exorcisme. Et là, il va découvrir qu'il est spécial et il va essayer de comprendre pourquoi. Ça s'appelle, c'est quoi? Effectivement, je n'ai pas donné le titre. Voilà. Mais ça arrive, tu as suspense. Ah d'accord, pardon. Ça s'appelle Outcast. C'est chez Delcourt. Ça sort le 1er avril. Et c'est moins bon que Walking Dead et Invincible. C'est un rythme assez lent, on a habitué avec Kirkman. Donc il faut vraiment au moins lire tout le tome 1 pour se faire une idée, voir le 2 peut-être quand il sortira. Après, Walking Dead est aussi assez lent en termes de trame derrière. C'est ça, voilà. C'est toujours assez lent. Mais il y a une ambiance vraiment d'horreur, exorcisme, qui est vraiment très sympa. D'accord. Donc directement dans le bain dès le départ, ou on est directement dans le bain dès le départ, ou ça met son temps à se poser Ça va assez vite quand même. Le premier exorcisme, ça va assez vite. Donc du coup pour Glénat, il faut attendre encore un tout petit peu. Pour Delcourt, vous pouvez déjà le choper. Exactement. Merci de résumer. Le 1er avril, il est passé. Tu sais, le poisson dans le dos, c'est fini. C'est la comics dans le dos. Bam, voilà. Outcast. Et ensuite, on finit avec un spécial Avengers. Forcément, Avengers Age of Ultron sort à la fin du mois. Et donc, Panini, forcément, bim, met la tartine. Donc, 4 exemples. On a Age of Ultron. Ne vous faites pas avoir, c'est le même nom que le film, mais ça n'a rien à voir avec le film. Donc là, c'est un event de Brian Michael Bendis, Brian Hitch et Brandon Peterson, qui est sorti en 2012, 2013. Donc là, c'est un monde qui est dominé par Ultron. Il n'y a plus personne dans les rues, c'est des robots partout. Et les héros se cachent, en fait, essaient de survivre, essaient de combattre. C'est une histoire qui est assez bizarre parce qu'elle se sépare en deux, vraiment. Il y a un moment où ça tourne complètement, c'est une autre histoire. Du coup, ça rend l'histoire... La première partie est bonne, la deuxième est moins bien. C'est un peu compliqué à lire, un peu perturbant, voilà. On sent que Bendis ne va pas au bout de ses concepts. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à lire. Ah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu le conseilles plus ou moins. Oui, là, en mensuel, il n'avait pas si bien fonctionné que ça de souvenir quand il était sorti. Mais au niveau critique, en tout cas, ça n'a jamais été très... Ça n'a jamais été très élogieux, ouais. Et là, ça ressort d'une collection un peu plus chère en plus, donc à vous de voir. Ça sort le 15 avril, là aussi. Décidément, ça a bonjour. Le 15 avril, toujours, Avengers par Busiek et Perez. Kurt Busiek, George Perez, deux grands auteurs. Donc là, c'est le tome 2, c'est une réédition de leur run. Et il y a un arc sur Ultron. Donc forcément, c'est sorti. 2 auteurs de qualité, donc on conseille largement. Du old school, comme je disais tout à l'heure, avec La Promise d'Ultron. Donc là, en fait, c'est un run de légende sur la série Avengers, par Jim Shooter, notamment George Perez, John Byrne. Et il y a un numéro de la publication là, qui porte sur Ultron qui veut se marier et qui va en même temps fêter les funérailles des Avengers. Tout faire en même temps, comme ça, moi, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est la totale. Voilà, donc là, c'est un très très bon numéro sur Ultron, qu'on conseille fortement. Ça sort le 29 avril. C'est très bon, donc. C'est très très bon. Faut le préciser, parce que vu le nom, ça fait presque le gendarme et les gendarmettes, quoi. C'est du what if ou c'est du... un peu... Non, c'est du continuité. Non, c'est la continuité, ouais. Ben oui. Mais ouais, Ultron peut être un peu fou des fois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que personne ne peut aimer Ultron pour lui? C'est ça, tu veux pas se marier que personne ne peut l'aimer? Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Vision s'est marié, donc pourquoi pas Ultron? Voilà, on se comprend. C'est pas une histoire carrément dingue, hein. Ça reste crédible, c'est très très bon. On finit avec le comics prologue au film. Ça arrive tout le temps à chaque film. Marvel sort une sorte de prologue qui passe entre les deux. C'est jamais très bon, voire très mauvais à chaque fois. Oui. Donc ça sort le 17 avril si vous voulez toujours
Si vous voulez tenter, vous connaissez pas trop les comics, du coup peut-être commencer par ça, ça peut le faire. Mais Ou vous pouvez aller le feuilleter voilà. au buraliste du coin, au supermarché, ça vous Mais je coûtera ne 6 vous euros le de moins. conseille pas. Voilà. Donc finalement, en gros, la date à retenir, vous l'aurez compris, c'est le 15 avril. Voilà, ça, je pense qu'on l'a tous compris. D'accord, eh bien merci beaucoup Julien pour tous ces bons conseils et les bouquins à éviter, parce que mine Aussi, de rien, il ça- faut souvent le il faut un préciser peu aussi. N'achetez pas tout. Voilà, Ou si, achetez tout si vous avez l'argent. Pourquoi pas? c'est déjà un autre débat du coup. Ça fait vivre les éditeurs. Voilà. Alors c'est à moi avec le tout sûr et je vais parler de Batman aujourd'hui, mais pas n'importe quel Batman mes amis. Nous allons parler de Batman Beyond. Alors on a à peu près tous le même âge, donc normalement cela parle tout le monde. Ouais. Si tu dis la relève, peut-être ça C'est parlera aussi, plus. voilà, c'est aussi appelé Batman la relève, aussi appelé Batman 2000. Donc du coup ça va s'inspirer. Ouais. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a le retour d'une série Batman la relève, donc aux États-Unis, qui va très bientôt arriver. Voilà. Et donc, si vous voulez vous y mettre sans être trop perdu, même si normalement ça ne devrait pas être super compliqué, vous avez toujours ce petit sujet-là pour vous donner quelques bases. Voilà. Alors, Donc, qu'est-ce que Batman la relève? qu'est-ce que Jeff Batman la relève? Alors, déjà, de manière générale... Sans spoiler, hein. Sans spoiler. Sans Bon, spoiler. il y a quelques trucs, c'est les bases de l'univers, donc j'aurais pas trop le choix, hein, quand même, notons-le. Alors, déjà, Batman la relève, avant tout, c'est une série télé. Enfin, un dessin animé, Dessin on va animé, pas se ouais. mentir. Et il y a eu plusieurs séries de comics, mais l'univers n'est pas connu grâce aux comics. C'est Voilà. surtout un dessin animé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Paul Dini et Bruce Timm qui ont fait Batman de 92, Superman l'ange de Alléluia. Metropolis, et qui n'avaient pas trop envie de squatter la NPE, et qui du coup se sont pointés... Oui, parce qu'à l'époque, c'était la NPE. Bien vu, bien T'as vu ça? oui. Hey Elle fait la remarque, et là, bien vu. bien vu. Et qui du coup se sont pointés donc avec une nouvelle série Batman, cette fois avec un Batman futuriste. Alors, en gros, on va dire, c'est le contexte est assez simple finalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bruce Wayne qui est bien évidemment plus âgé, qui est même, on va dire, très vieux, mais qui veut continuer à combattre le crime. Seulement, il n'a bien évidemment plus les mêmes capacités Qu'avant. lorsqu'il était dans la fleur de l'âge. Voilà, vous le voyez là à l'image. Il est à droite, je pense que vous l'aviez C'est ça. deviné. Et donc, il s'achète à Batman. Et donc, il n'est pas trop loin. Ouais. C'est pas loin. Et C'est donc, son il employé continue dedans. d'affronter les super-vilains, mais à côté de ça, lui, il est totalement dépassé par les événements. Et un jour, il fait ce qu'il s'était promis de ne jamais faire, c'est-à-dire qu'il prend une arme à feu pour se défendre sans tirer, mais il menace ses adversaires avec une arme à feu, et c'est là qu'il se dit que c'est le début de la fin. À côté de ça, vous avez Terry McGinnis, qui est un adolescent, un jeune adulte, qui a ses propres problèmes, etc. Et qui, par un coup du sort, donc là vous l'avez à l'écran, et qui, par un coup du sort, va s'allier donc avec Bruce Wayne et devenir le nouveau Batman. Il se fait un Batman. De souvenir, je crois que son père se fait assassiner et il veut le venger. Voilà, c'est-à-dire que le personnage, avant qu'il soit Batman, c'est-à-dire Terry McGinnis, vraiment le civil en lui-même, avait déjà son propre ennemi, qui va devenir par la suite le fléau. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, le costume, bien évidemment, est très différent. C'est un costume futuriste avec beaucoup plus de capacités. Donc là, vous avez le costume, mais vous ne voyez pas les capacités, alors je vais vous les dire. Un camouflage optique, des réacteurs aux pieds, un regard méchant. Bah, pas Forcément. trop, mais Non, ouais, ça va pas avec le costume, ça? Si, hein, quand même. Si. Le noir, c'est forcément méchant. Voilà, donc beaucoup plus de nouveautés. Très Et- Iron Man au niveau, au niveau des capacités. Avec le contact direct avec Bruce Wayne via l'oreillette, Ouais. la vision qui peut changer, vision thermique et les trucs dans le genre. derrière. Même si ce n'est jamais dit clairement, ils mettent facilement en avant, très rapidement en avant, l'idée que Terry McGinnis, c'est pas un combattant, c'est pas quelqu'un qui a 50 arts martiaux différents dans la poche comme Bruce Wayne. C'est quelqu'un qui doit compter sur son agilité, sur les gadgets, mais aussi sur les gadgets de haute technologie. Donc bon, tout ça, c'est quand même assez rapidement mis en avant. Alors la série se compose de 3 saisons de 52 épisodes, a été diffusée sur France 3 dans les Minicums. Je pense que ça aussi, ça vous parle. Ouais. Et l'IGN l'a placé 40e meilleurs animés de tous les temps. Ouais, Ce qui n'est pas rien. ouais. 40, c'est déjà pas mal, vu qu'il y a eu beaucoup de dessins animés quand même à travers le temps. J'avoue. Donc voilà, ça c'est pour l'idée générale. Alors, l'univers est juste génial. Je veux dire, l'univers de Batman est très bien représenté. C'est quoi finalement Batman la relève? C'est tout simplement Gotham, sombre, vraiment l'univers sombre, plusieurs niveaux de lecture, comme avec la série de 92, des intrigues plus ou moins longues, c'est-à-dire des épisodes, ok, vraiment bien indépendants les uns des autres, mais quand même des intrigues sur le long terme, avec notamment donc,
le fléau qui est l'ennemi juré de Terry McGinnis et qu'on voit finalement se transformer et avoir de plus en plus de pouvoir. Voilà, il est là. Après passera chez les X-Men. Donc au tout début, par exemple, lui, vous le voyez en tant qu'humain, et là, vous voyez qu'il tient vraiment son statut de super vilain à 100%. Alors il y a un mélange aussi de mythologie, ça aussi c'est très sympa, c'est-à-dire que effectivement on crée plein de choses, mais on ne crache pas sur ce qui a été fait avant. Par exemple, dans l'animé, vous pouvez voir aussi le retour de Bane, enfin le retour, plutôt un gros clin d'œil de Bane puisqu'il n'est plus très en forme, comme vous pouvez le voir. Le Joker n'est plus là aussi, il est mort, mais vous avez un gang qui s'appelle les Jokers, vous avez Mr. Freeze qui revient, le gang de la Canne Flèche Royale et Ra's al Ghul, entre autres. Alors bien évidemment, ça ne sert à rien de faire revenir que les anciens, donc il y a énormément de nouveaux. Donc le fléau, encore une fois, qui est l'ennemi juré. Vous avez Inc, qui est une super vilaine, qui est une sorte de gueule d'argile, mais un peu en encre, comme ça, c'est pas un tas de boue. D'où le nom. D'où le nom, forcément. Vous avez Strider, vous avez Spellbinder. Alors le nom en VF m'échappe, je m'excuse d'avance. Et beaucoup d'autres. Il y a eu aussi un film en 2000 qui était très bon, si ce n'est, on va dire, le twist final et les explications qui étaient peut-être un peu décevantes et qui est le retour du Joker. Voilà. Qui était très bon. Ouais. Qui était très bon. Mais c'est vrai que les fans ont beaucoup critiqué le fait que la fin était, on va dire, un peu foireuse, un peu grosse, quoi. Mais bon, le film reste quand même très bon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout concernant cet univers. Je pense que vous le connaissiez déjà, vous deux. Ouais. Alors toi, Julien, je sais que tu n'es pas un immense fan, tu lui as pas vraiment donné sa chance. J'ai jamais réussi à accrocher. Effectivement, le côté héritage est sympa des super villas, les fils des super villas ou ce genre de choses. Côté héritage est cool de revoir des choses de l'univers de Batman, mais ouais, au-delà de ça, le côté créatif du futurisme m'a jamais trop attiré plus que ça. C'est vrai que dans la série, on a pas mal de petits twists qui se passent à l'intérieur de la série. On apprend des choses sur le passé de Terry McGinnis. Je ne vais pas spoiler dessus, mais on apprend pas mal de choses derrière. Non, et puis ça dépend aussi, on va dire, de la version. Ça dépend qui s'en est occupé. Et je sais de quoi tu parles, je vois ce que tu as en tête. Ce n'est pas une version qui me plaît en plus, à côté de ça, parce que je trouve ça un peu trop gros, un peu trop facile. C'est un peu donc, gros. là, on vous a mis plein de suspense. Et donc, vous n'avez pas le choix, il faut commencer cet univers. Alors, pour cela, comment faire ? Warner Bros. N'a pas sorti les DVD en France. Donc, en même temps, la série de 92 est seulement sortie il y a 2 ans. Voilà ce que je veux dire, pas encore. Donc il faut être un peu patient, ça peut arriver, mais il faut attendre. Sinon, vous avez toujours les DVD voilà, en VO, vous pouvez toujours tenter de... Voir au niveau des imports, je sais que pour la première série Batman, celle de 92, il y avait les imports anglais qui avaient une piste française à l'intérieur. Et donc on pouvait les regarder comme ça, je ne sais pas si c'est pareil sur Batman Beyond. En tout cas, sachez qu'il y a des petites astuces. À côté de ça, la première saison, elle est disponible en DVD, ça c'est sûr, mais pas la suite. Donc bon, il y en a 3 des saisons, c'est un peu dommage. Voilà pour mon tout sûr. Donc maintenant, nous allons passer à vous, puisque nous vous avons lancé un petit débat dernièrement sur Facebook. Je vous ai demandé ce que vous pensiez de l'annulation de la variant cover de Batgirl numéro 44. C'est vraiment la news qui a fait un tapage mais monstrueux dans l'univers des comics. Et donc, je vous ai demandé votre avis et j'en ai relevé 5. Pour expliquer quand même rapidement, c'est une cover qui rend hommage donc à Killing Joke. À Killing Joke, oui. Où le Joker, hypothétiquement, pourrait violer Batgirl. Voilà. Et effectivement, dans tous les cas, Batgirl prend très cher. Viol ou non, c'est pas ça qu'elle devient paraplégique d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on voit la cover ou pas? On l'a pas. Oui. On a le bouquin. On a le bouquin. En tout cas, voilà, c'est le Joker qui est derrière Batgirl comme ça et qui vient. Voilà. Et ça a choqué beaucoup de monde. Ça a mis mal à l'aise beaucoup de monde, apparemment. Voilà, le côté hommage n'a pas été pris bien, comme tel. Ouais, et donc, du coup, forcément, ça a gêné beaucoup de monde. Alors, par Raphaël Albuquerque, je te signalais juste. Pardon, effectivement. Si je ne me trompe pas. Alors, au niveau de vos réactions, il y a Okami qui dit « Mais non, non !» En parlant donc du côté choquant et de l'annulation. Ludovic qui dit « Le retour de la censure. Dommage et regrettable. » Presque un film, ça. C'est beau, ça. C'est d'ailleurs le titre de mon prochain roman. je te le pique, Ludovic. On a Comics Over qui dit « Je trouve que c'était osé, mais DC aurait dû avoir les balls, les cojones, voilà, les cojones, de porter cette cover jusqu'au bout en appuyant le côté hommage. » Donc je pense que c'est notre avis aussi. Exactement, ouais. Vous avez Carigou qui dit « C'est chiant de voir que ce qui pouvait passer il y a quelques années ne pourrait plus passer de nos jours avec cette mentalité de politiquement correct qui plane partout. Car franchement, cette couverture n'a rien de choquant. Aussi forte soit Barbara, il est tout à fait normal qu'elle soit encore terrifiée par le Joker. » C'est beau ce que dit Carigou. Voilà, c'est pas la faux. top réponse.
Non. La top réponse, top alors c'est réponse. Jean-Baptiste qui dit, enfin selon moi bien sûr, hein, Évidemment. qui dit au final, on en parle encore plus que prévu de cette variant cover. C'est malin de la part de DC et d'Albuquerque, on la retire, mais on la fait clamer haut et fort malgré tout et on la montre. La composition et le regard terrifié de Barbara sont une réussite. Albuquerque fait tout sauf l'apologie du viol, bien au contraire. Et je pense que là, on a effectivement la top réponse qui résume très bien le débat, mais aussi, on va dire, toute la réponse de DC qu'il y a eu derrière. Ouais, Après, je pense que DC aurait pu la sortir sur une de ses interprétation. filiales. Mais aujourd'hui, comme il disait, avec le politiquement correct qu'il y a derrière, ça passe plus aujourd'hui. Ce qui passait il y a quelques années, ça passe plus aujourd'hui. Le dessinateur lui-même est monté au créneau pour dire Oui. qu'il s'excusait plus ou moins, qu'en tout cas il ne la publierait pas. Ouais, voilà. le tout, c'est de savoir s'il y a été un peu poussé ou si c'était vraiment une décision propre. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un Donc peu voilà. la réponse du berger à la bergère, avec la couverture qu'il y a eu il y a quelques mois de Spider-Woman, qui avait fait polémique aussi. Qui montrait un peu trop ses fesses. Avec des la idées, pose hein. très subjective. Oui, j'ai entendu dessiné parler. par un Ouais, nom ne ouais. reviendra plus. Manara. Manara, Ouais, dessiné par Manara. Manara. Alors que finalement, c'est la patte de Ouais. Manara, quoi. Il est En connu tout cas, pour ce qu'on ça. peut dire, c'est que les deux covers étaient superbes. Celle de Bagger était méga superbe. Elle était Et magnifique. voilà, c'est tout. Après, laissons-la sûr. reparler et puis. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Alors déjà, pour participer au débat, nous donner votre avis. Voilà. Cela nous intéresse. Et pour profiter aussi de toutes les bêtises qu'on y met, les images rigolotes, Jeff etc. met, que je mets. Voilà, les images rigolotes, les mini-débats, les conseils de Et lecture. des fois, il y a aussi des Donc- émissions qui passent dessus. Et des fois, on rediffuse Parce que bon, mais l'émission. Ça l'émission, peut toujours c'est- aider. Donc nous sommes sur Facebook et Twitter. Et donc on leur dit quoi? À très vite, c'est ça? Bah, à très À bientôt. très vite. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.